Vous écoutez Crime Story, l'affaire Hélène Pastor, 2e et dernier épisode. Dans le premier épisode, nous avons vu comment Hélène Pastor, la riche propriétaire immobilière de Monaco, a été assassinée en mai 2014 à Nice. Le 21 juin 2014, environ un mois après, les enquêteurs procèdent à une série d'interpellations. 21 personnes sont placées en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nice, Marseille et même Rennes, dans le cadre de l'enquête sur sa mort. Damien, quelles ont été les pistes explorées par les enquêteurs ? Au tout départ, les policiers ont pensé que ça pouvait être une vengeance d'un employé ou d'un locataire mécontent d'Hélène Pastor. Mais très vite, ils ont été aidés, on l'a dit, par la vidéosurveillance, mais aussi, il faut bien le dire, par l'incroyable amateurisme des tueurs. Alors, ils ont joué un peu le rôle de petits poussets, ils ont semé plein d'indices derrière eux. Par exemple, quand ils réservent leur taxi, ils le font avec leur propre téléphone, donc ça permet de les tracer un peu. Et une fois que ces appareils et ces numéros sont identifiés par les enquêteurs, il faut remonter le fil, c'est très simple, techniquement c'est très simple. Alors on sait par exemple, les policiers savent très vite que ces téléphones, ils ont été achetés le matin de l'assassinat sur la Canebière dans un magasin à Marseille. Et donc après, on les a un peu suivis au fil de leur journée. Alors on les voit sur les vidéosurveillances prendre le TGV à la gare Saint-Charles, direction Nice. Et puis une fois à Nice, on va arriver à les suivre jusqu'à leur hôtel. Donc les enquêteurs, ils vont perquisitionner dans cette chambre d'hôtel. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Et qu'est-ce qu'ils trouvent surtout ? Une bouteille de gel douche que les occupants de la chambre ont laissée dans la salle de bain et sur laquelle l'un des deux tueurs a laissé des empreintes digitales. Alors, c'est encore une erreur majeure qu'ils ont commis, ces tueurs. Et la liste, elle va encore s'allonger, puisque après l'assassinat, ils vont, on l'a vu, ils partent en courant, ils récupèrent un scooter, mais en fait, ils vont rentrer en taxi à Marseille, Nice, Marseille, en taxi. Vous imaginez déjà le prix de la course. Vous imaginez aussi que le chauffeur, il se souvient d'avoir chargé 2 personnes pour faire Nice-Marseille. C'est pas une course qu'il va faire tous les jours. Et puis encore une fois, cette course, elle a été réservée avec des téléphones. Donc très vite, on va arriver à suivre les 2 tueurs qui vont être le premier fil sur lequel les enquêteurs vont pouvoir tirer. Et ils sont rapidement identifiés ? Oui, et ils sont arrêtés, alors l'un à Marseille, l'autre à Rennes, où ils s'étaient apparemment mis au vert. Alors, c'est 2 personnes qui appartiennent à la communauté comorienne de Marseille, mais ce qui surprend d'emblée les policiers, ce qui les surprend, à la fois, ils les ont remontés assez facilement parce qu'ils ont laissé beaucoup d'indices derrière eux, mais enfin, on s'attend à tomber sur des professionnels du banditisme, et en fait, ils tombent sur des petites frappes qui sont connus pour des faits de délinquance assez mineurs. En tout cas, on ne tombe pas sur des profils de tueurs à gages. Est-ce qu'on sait comment ils se sont procuré l'arme ? Alors l'arme, elle a transité par un gendarme auxiliaire. Alors un gendarme auxiliaire, c'est pas vraiment un gendarme titulaire, c'est quelqu'un qui est un peu un apprenti gendarme, qui est assez rapidement identifié et auditionné. Alors ce militaire, il était affecté dans la brigade de Lançon de Provence. Alors il a été placé pendant un moment sous une surveillance discrète par les policiers de la BRI, de la brigade de recherche et d'intervention de la police judiciaire de Marseille. Alors pendant un moment, on l'a soupçonné d'avoir carrément fourni l'arme du crime. En fait, il semble qu'il a plutôt joué un rôle d'intermédiaire. Cette arme, elle est passée de main en main, quelqu'un le connaissant lui en tant que gendarme, lui connaissait quelqu'un. Il n'a pas donné l'arme au tireur, c'est pour ça qu'il n'a pas été plus inquiété que cela dans la procédure. Damien, à un moment de leur enquête, les policiers vont tomber sur un élément extrêmement surprenant. Oui, parce qu'une fois qu'ils ont remonté les 2 tueurs, les 2 exécutants, ils vont établir un lien entre ces 2 tueurs et un membre de la famille d'un proche de Sylvia Pastor et de son compagnon Wojciech Janowski. Ils vont quand même un peu tomber de l'armoire parce que là, ils vont arriver jusqu'à l'entourage très proche en fait de la famille Pastor. Qui est exactement cette relation en commun avec le couple Pastor-Janowski ? C'est le beau-frère d'un coach, un coach sportif qui a été très longtemps et qui est depuis très longtemps en contact, notamment avec Sylvia Pastor et avec Janowski. On en sait plus sur cet homme ? Alors, il s'appelle Pascal Doriac, il travaille pour eux depuis 15 ans. Alors, c'est, on l'a dit, un coach sportif, à la fois pour Sylvia et pour Wojciech Janowski. Alors, il fait presque partie de la famille, C'est un peu, alors il fait des massages, il les entraîne, puis c'est un peu le confident, parce que quand il masse ou Sylvia ou Wojciech, on discute de choses et d'autres, on discute de ses petits problèmes, de ses problèmes de famille aussi. Donc, ce Pascal Doriac, il est devenu, on comprendra dans ce qu'il dit, il est presque devenu le fils de Wojciech Janowski. En tout cas, lui, il le considère un peu comme son fils, lui, il le considère un peu comme son père. Enfin, il y a une espèce de relation comme ça, d'autorité, de vénération qui s'est placée entre les 2 hommes. Donc, ça devient, en tout cas, Doriac, un personnage central du dossier, puisqu'on sait que son beau-frère, maintenant, est impliqué, notamment dans le recrutement des tueurs. Et il est placé en garde à vue. Oui, et du coup, il est placé en garde à vue, Pascal Doriac, ça c'est bien normal, mais surtout, on va placer en garde à vue et Sylvia Pastor et Wojciech Janowski. Après 2 jours d'audition, les policiers relâchent 10 des 21 personnes interpellées. Sylvia Pastor, entendue à Nice, en fait partie.
Il apparaît évident aux enquêteurs qu'elle n'a rien à voir avec le meurtre de sa mère et qu'elle est sans aucun doute sous le choc de ce qui lui arrive. Une source proche de l'enquête confie même qu'elle voit tout son monde s'écrouler autour d'elle. Ce n'est a priori pas le cas de son mari et du coach Pascal Doriac qui reste en garde à vue au-delà des 2 premiers jours. Idem pour le tireur présumé qui reste silencieux. Mais celui qui est soupçonné d'être son complice passe aux aveux. Pour tuer la milliardaire, les truands auraient touché 40 000 € sur les 100 000 qui leur étaient promus. Une somme dérisoire comparée à l'immense fortune de la femme qu'ils visaient. Dans ce dossier, les enquêteurs établissent que l'ensemble des suspects savaient à peu près tous que la finalité de leur action était un meurtre. En revanche, tous ne savaient pas que les personnes visées seraient Hélène Pastor et son chauffeur. Les 2 hommes présentés comme les exécutants pourraient même avoir été recrutés au tout dernier moment. Comment se passe l'audition du compagnon de Sylvia Pastor, Wojciech Janowski ? Il nie en bloc tout lien avec l'assassinat de sa belle-mère. Il veut même pas d'avocat d'ailleurs, on lui en propose, il n'en veut pas. En fait, on a l'impression qu'il semble attendre de savoir ce que les policiers ont comme biscuit, comme on dit, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont des éléments contre lui avant de se livrer. Et ils en ont ? Les premiers éléments qu'ils ont, un peu, c'est plus des éléments d'ambiance et d'entourage, c'est-à-dire qu'ils comprennent que c'est quelqu'un qui a déjà raconté pas mal de bobards, si je puis dire, depuis longtemps, sur l'homme d'affaires à succès qu'il n'est pas vraiment, sur ses diplômes, enfin tout ce qu'avait plus ou moins d'ailleurs découvert Hélène Pastor. Donc voilà, ils ont l'impression que c'est un type qui de toute façon ne dit pas la vérité. Mais alors tout l'argent qu'il a, il vient d'où ? Il vient quasi exclusivement de la rente que Hélène Pastor verse à Sylvia, sa compagne, depuis 25 ans. 500 000 € par mois pendant 25 ans, ça commence à faire une belle somme, une coquette somme. Et donc lui, depuis les débuts de sa vie commune avec Sylvia, il gère l'argent du couple. Et en fait, on va se rendre assez vite compte aussi que il en garde beaucoup pour lui en réalité. C'est-à-dire que sur les 500 000 € qu'il est censé gérer pour le couple, il en prend une bonne partie, il en profite pour faire tout un tas de choses pour son compte. Par exemple, il va payer un yacht, il va acheter un yacht en faisant croire qu'il l'a acheté avec son argent et en fait, il l'achète avec l'argent de sa belle-mère. Enfin, c'est un type qui manipule beaucoup d'argent, mais qui fait croire en fait qu'il gère en bon père de famille, alors qu'en fait, il détourne beaucoup d'argent à son propre compte. À ce moment-là de l'enquête, qu'est-ce que les policiers savent de son implication dans le meurtre de sa belle-mère ? Plusieurs témoignages et puis des éléments d'enquête vont laisser penser que quand même il a fait des démarches pour recruter des hommes de main. Et lui, qu'est-ce qu'il répond aux enquêteurs pendant sa garde à vue sur ça ? Alors encore une fois, au début, il va expliquer qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Et puis, il va craquer à un moment de la garde à vue. Alors sans doute la pression, et puis peut-être aussi parce qu'il se rend compte que les policiers commencent à faire état de discussions de téléphonie. Ils ont des rapports téléphoniques entre Janowski, Doriac, d'autres personnes. Ils commencent à avoir un canevas, quoi. Ils commencent à voir comment l'équipe a pu se constituer. Et que Janowski, il est au milieu de tout ça, il fait partie de cette organisation. Donc il va craquer et il va reconnaître, il va avouer être le commanditaire de ce meurtre, avec pour mobile de capter l'héritage qui était promis à Sylvia, sa compagne. Le mardi 24 juin 2014, à partir de 15h15, les policiers enregistrent la 6e audition de Wojciech Janowski. Seul face à eux, sans avocat ni interprète, puisqu'il a refusé les deux, le gendre d'Hélène Pastor encaisse les questions de ceux qui le considèrent comme le commanditaire du double meurtre. « Vous avez commandité ce meurtre, oui ou non ?» demande la policière. « Oui », lâche Janowski. « J'ai demandé à Pascal Doriac de résoudre le problème qu'était ma belle-mère. Sa compagne, dit-il en pleurs, était maltraitée par sa mère qui exerçait sur elle une pression psychologique permanente. Depuis le jour où j'ai connu Sylvia le 15 juillet 1986, il n'y avait pas un jour, 30 ans fois 360 jours, vous imaginez le nombre de jours où j'ai ramassé Sylvia à la petite cuillère. » Wojciech Janowski continue en affirmant que sa seule motivation était de libérer sa femme du joug maternel. Il n'y a rien d'autre, jure-t-il, pas d'argent. Pendant les 2h30 d'audition filmée, les enquêteurs laissent le temps au présumé commanditaire de réfléchir à ses sentiments complexes, comme ils disent, et de trouver les mots. Quand il réclame un coca, un mouchoir pour s'éponger, il le lui apporte. Quand l'enquêtrice chargée de retranscrire ses propos lui propose une reformulation, il la gratifie d'un « vous avez très bien dit, madame ». Manifestement mis à l'aise par ceux qui l'interrogent, Janowski poursuit en détaillant comment il a remis en grosses coupures de 50, 100 et 200 € les 200 000 € à Pascal Doriac pour qu'il trouve les exécutants.
Il précise qu'il n'est pas allé chercher Pascal Doriac, mais que c'est le coach sportif lui-même qui est venu vers lui. Le coach semble, lui, être l'organisateur du contrat, et il est aussi écroué. Détail cynique, il explique durant sa garde à vue que Janowski a eu l'idée de faire tuer Mohamed Darwish, le chauffeur d'Hélène Pastor, uniquement dans le but de brouiller les pistes. Après ses aveux, Damien, les policiers contactent Sylvia Pastor pour qu'elle vienne voir son compagnon en garde à vue. Ouais, c'est une démarche d'ailleurs qui n'est pas très commune, de faire venir comme ça quelqu'un qui en plus d'abord était en garde à vue aussi. Sylvia, elle était en garde à vue, puis finalement on lui dit de venir. Et donc elle vient, et Janowski va lui répéter de visu la même chose que ce qu'il vient de dire au policier, c'est-à-dire qu'il avoue le meurtre de sa propre mère devant elle. Et c'est quoi sa réaction ? On imagine qu'elle s'effondre, parce qu'elle apprend que l'assassinat de sa propre mère a été fomenté et organisé par son compagnon. Donc elle a bien conscience qu'elle est en train de perdre tout, quasiment, et donc elle va encaisser cette nouvelle, elle va aller en parler après en sortant à son frère Gildo, pour lui raconter tout ça. Donc voilà, c'est une espèce de sidération familiale, quoi. Et Gildo, il réagit comment ? Évidemment, il y a à la fois la tristesse d'avoir perdu sa maman, de découvrir qu'en plus le complot venait de sa propre famille, en quelque sorte que le ver était dans le fruit, quoi, si on veut prendre une expression un peu simpliste. Alors lui, il va très vite faire des analogies, parce que ce Janowski, un petit peu comme sa maman d'ailleurs, il l'avait jamais vraiment senti. Voilà, il sentait peut-être un type pas fiable, mais en tout cas, il dira qu'au départ, il n'avait jamais imaginé que Janowski serait capable de faire une chose pareille. Wojciech Janowski, qu'est-ce qu'il dit de la rancœur qu'il entretenait contre sa belle-mère ? Ça venait d'où ? Je pense qu'il a très vite compris, parce qu'il est intelligent, que sa belle-mère avait de sérieux doutes sur sa probité, sur ses diplômes, sur ses affaires, et que tout ça a entretenu une relation assez toxique entre les deux. Et puis lui, il continue à dire beaucoup que la femme qu'il aime, c'est-à-dire Sylvia, était maltraitée par sa mère, qu'elle lui mettait une pression dingue, qu'elle lui parlait très mal, que lui était là un peu derrière pour essayer de recoller les morceaux. Lui, il va toujours avoir cette ligne de défense-là, de dire qu'il a fait ça aussi parce que Hélène Pastor devenait insupportable et nocive pour sa propre fille. Mais ça, c'est sa défense à lui. Mais en tout cas, on sent bien que Hélène Pastor n'aimait pas Janowski, mais Janowski lui rendait bien aussi depuis toutes ces années. Et alors pourquoi est-ce qu'il décide de passer à l'acte à ce moment-là ? À ce moment-là, dans la famille, ça va plutôt bien. Alors ça va plutôt bien financièrement, parce que ça a toujours été plutôt bien financièrement. Après, au moment des faits, on vient de diagnostiquer un cancer à Sylvia. Et ça, Janowski dira que ça a été un espèce de déclencheur, c'est-à-dire la maladie de sa compagne. Lui, il va associer cette maladie au stress, au fait que sa mère lui met trop de pression. Et donc pour lui, ce cancer de Sylvia, ça va être le déclencheur de se dire il faut éliminer Hélène Pastor, en fait. C'est elle le problème, donc il faut l'éliminer. Et après ce mobile un peu sentimental, il y a aussi un mobile financier. C'est-à-dire que Janowski et Sylvia Pastor, ils sont pas mariés. Donc si Sylvia décède de ce cancer, quid de l'héritage ? Est-ce que Janowski y récupère quelque chose ? Manifestement pas, ou en tout cas pas grand-chose. Et on peut aussi imaginer que Janowski y défend aussi son propre intérêt financier dans cette histoire-là et sa rente. Donc il y a le côté je fais ça parce que ma femme souffre et que je veux qu'elle arrête de souffrir, mais il y a aussi le côté qu'on connaît de Janowski qui, contrairement à ce qu'il dit, s'intéresse quand même beaucoup à l'argent, en tout cas pour le dépenser, et qui se dit si Sylvia meurt, moi qu'est-ce que je deviens là-dedans ? Donc il faut absolument qu'Hélène Pastor meure avant Sylvia, en fait, c'est ça le truc. Le vendredi 27 juin au soir, Wojciech Janowski est mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre en bande organisée. Et là, Damien, il ne dit plus la même chose. Il se rétracte et il revient sur ses aveux en disant j'ai dit n'importe quoi, c'est pas moi. Comment est-ce qu'il justifie d'avoir fait des aveux alors ? Il n'est pas très original, souvent dans ces cas-là, quand on se rétracte après des aveux assez précis, il explique qu'on l'a forcé, qu'on lui a mis la pression et qu'il a dit ça pour qu'on laisse Sylvia tranquille parce qu'elle était aussi en garde à vue et qu'il voulait qu'elle soit libérée, donc il a tout pris sur lui. 4 ans plus tard, le lundi 17 septembre 2018 précisément, le procès sur l'affaire Hélène Pastor s'ouvre devant les assises des Bouches-du-Rhône. La cour d'assises des Bouches-du-Rhône s'attaque à une affaire hors norme, celle de l'assassinat d'Hélène Pastor et de son chauffeur Mohamed Darwish le 6 mai 2014 à Nice. Des personnages et un scénario qui pourraient être les héros d'une série TV à succès. La victime, une milliardaire monégasque, le commanditaire, son gendre, l'intermédiaire, un coach sportif, les tueurs, 2 petites frappes marseillaises. 10 personnes sont jugées, 6 d'entre elles comparaissent détenues à ce moment-là. Parmi elles, le tueur présumé, son complice, Pascal Doriac et Wojciech Janowski. Damien, comment ce dernier apparaît ?
Janowski, à ce moment-là, ça fait 4 ans qu'il est en prison. Mais quand il rentre dans le box des accusés, il rentre un peu comme un combattant, comme un boxeur. Lui, il a envie de prouver qu'il est innocent, puisqu'il continue à dire qu'il est innocent et que ses aveux en garde à vue ne valent rien. Donc il vient, il fait un peu le mal. Alors en plus, il a quand même pris comme avocat Éric Dupond-Moretti. À l'époque, il n'est pas encore garde des Sceaux. Et il est surtout réputé pour être un champion de l'acquittement. Même si là, on sent très vite que Dupond-Moretti, il n'est pas tout à fait sur la même ligne que son client et qu'il sent que l'innocence de son client et que l'acquittement, c'est vraiment pas gagné. Mais en tout cas, il est venu avec des arguments et avec des ingrédients pour combattre et pour se battre. Les autres accusés qui sont dans le box, ils reconnaissent, eux, leur participation au meurtre. Alors pas tous, par exemple le tireur, il va continuer à nier les faits. En revanche, Pascal Doriac, le coach sportif, lui, il va reconnaître sa participation aux faits, il va exprimer un certain nombre de regrets, mais lui, il va donner comme explication le fait qu'il était sous emprise de Janowski, que Janowski était devenu une sorte de gourou pour lui, et que quand il lui a dit il faut que je me débarrasse de ma belle-mère qui nous fait beaucoup de mal, Doriac il s'est mis en tête de l'aider dans cette entreprise et d'aller faire ce recrutement et monter ce contrat. Au terme de 5 semaines d'audience, Pascal Doriac est condamné à 30 ans de prison, Wojciech Janowski, le tireur et le guetteur, à la réclusion criminelle à perpétuité. Et en novembre 2021, l'affaire est portée en cour d'appel. Oui, ça n'a pas changé grand-chose. Pascal Doriac, lui, il voit sa peine un peu réduite. Il prend 22 ans de prison. Par contre, pour Janowski, c'est confirmé, réclusion criminelle à perpétuité. Cette décision clôture la phase judiciaire de ce double assassinat d'un cynisme insupportable. Mes avocats et moi-même sont très fiers. Pour nous, c'est une grande victoire. Il a tué ma mère, il a tué son chauffeur. Ils n'avaient rien du tout à se reprocher. Ma mère faisait un bien énorme. Je n'admets pas qu'on puisse faire ça à quelqu'un. Quelle trace ce drame laisse sur la famille Pastor ? Bon alors Sylvia, elle a perdu dans cette affaire sa mère évidemment, et puis l'amour de sa vie qui est en prison est condamné à perpétuité. Gildo, lui, il a perdu sa maman, donc le drame il est d'abord là, et après Sylvia et Gildo ils se parlent plus depuis cette affaire. Ça a complètement fini de briser quelque part cette relation entre le frère et sa sœur. Puis cette affaire, elle laisse quand même un goût très amer pour eux parce que finalement, ce crime, il a levé le voile sur des secrets de famille, des jalousies, des trahisons. Donc forcément, il a totalement détruit cette famille. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien, avec à la production Emma Jacob, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur toutes les plateformes d'écoute.